Bonjour à tous et merci de m'accueillir et de venir échanger avec nous sur la sécurité connectée, spécifiquement sur la question de la vidéoprotection. Je suis accompagnée de Quentin qui va cependant rester silencieux, mais qui est la personne grâce à qui je suis ici, puisque Quentin représente la société Altesia, qui est un bureau d'études qui accompagne dans le domaine du numérique de A à Z, assistance, accompagnement sur des questions de téléphonie IP, SI, vidéoprotection, sûreté et courant faible. Et je crois que je n'ai oublié... Et audiovisuel. Voilà, et qu'il y a d'ailleurs des projets ici dans le département. Voilà. Donc moi, je suis Oriana Labruyère, je suis la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle La Robe Numérique. Il y a 2 cabinets, La Robe Numérique Avocat et La Robe Numérique Conseil, et nous accompagnons nos clients sur le risque numérique. Donc là, vraiment toute la question de la gestion des risques. Et donc, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de résumer la réglementation sur la maîtrise des obligations des systèmes de vidéoprotection dans leur mise en œuvre, donc avant, pendant, après. Je vais essayer de relever ce défi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que ça marche? Non? Oui? Alors, un petit rappel. Parce que le cadre de cette réglementation, c'est exactement cet article 9. L'article 9 du Code civil et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux, c'est toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. C'est ce qui sous-tend la vidéoprotection. Et la vidéosurveillance, je vais juste évoquer après ce que c'est. Pourquoi? Parce que la balance des intérêts entre la mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection et de vidéosurveillance doit se faire au regard de l'intérêt à titre individuel des personnes qui sont filmées sur la question de la protection de leur vie privée. Alors, petit rappel de définition. Alors, la vidéosurveillance, c'est vraiment un dispositif qui concerne des lieux ouverts, non ouverts au public, et qui sont soumis à un dispositif uniquement loi informatique et liberté. En gros, si vous filmez l'intérieur de bureau, ce n'est pas ouvert au public, c'est uniquement ouvert à votre personnel. On va considérer que c'est un lieu privé, et donc c'est un dispositif de vidéosurveillance qui va s'appliquer. Okay. Qu'on oppose à la vidéoprotection, où là, on filme la voie publique ou des lieux ouverts au public. Donc là, vous avez le cas notamment de boutiques. Une boutique, un hall, l'entrée d'une mairie qui filmerait aussi un parvis, serait de la vidéoprotection. Et donc, là, on a un cadre légal qui est beaucoup plus étoffé, puisqu'on a évidemment, vous le retrouvez, la même chose que le cadre légal vidéosurveillance. Cependant, on rajoute le code de la sécurité intérieure, potentiellement la directive Polyjuice. Allez-y. Ah, pardon. Et donc, je vous ai mis, parce que le support, on pourra vous le transmettre, du coup, vous avez les références des articles pour les plus courageux d'entre vous qui ont une folle envie d'aller les lire. Et donc, les articles du Code de la sécurité intérieure qui rappellent les finalités d'un dispositif de vidéoprotection, je vais les détailler après, ainsi que le décret qui était en vigueur pour la loi GEO, qui est le décret du 27 novembre 2023, qui, lui, consacre une obligation de déclaration de conformité préalable auprès de l'autorité qui est la CNIL, sur les systèmes de vidéoprotection qui sont mis en œuvre par les autorités publiques. Et puis, encore une fois, l'article 9 et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux, parce que finalement, ça, c'est le socle commun, c'est un peu l'élément droit fondamental. Donc ça, c'était la partie un peu désagréable de cette présentation, qui était vraiment juste le pur juridico-juridique qui est ici. Maintenant, on va rentrer plus dans la pratique. Alors, en amont de la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, on a plusieurs actions à mener. La première, évidemment, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, mais bon, la première, ce serait de définir précisément quels sont vos objectifs. Pourquoi on le fait? La raison d'être de votre dispositif de vidéoprotection. Pourquoi on se pose cette question? Parce que quand on se pose cette question, on va se poser la question du qui,
du où, donc le périmètre, donc qui va avoir accès, le périmètre, quel est l'objectif que je poursuis dans le cadre de mon projet de vidéoprotection. Donc évidemment, on a tous, et on répondra toujours, la protection des biens et des personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux aller plus loin dans cette définition? Et donc, comment je vais justifier la pertinence de mon dispositif de vidéoprotection? Ensuite, on va évidemment faire une demande d'autorisation préfectorale pour la mise en œuvre de mon dispositif et l'installation du dispositif, ou bien le renouvellement de mon dispositif. Ça marche pas. Pour réaliser cette demande d'autorisation préfectorale, il va falloir que j'établisse un certain nombre de documents, notamment des procédures, mais également une analyse d'impact sur la protection des données, aujourd'hui qui est un document qui est demandé de manière systématique et qui est une condition pour obtenir l'autorisation préfectorale de mise en œuvre du dispositif. Et je vais évaluer mon dispositif au regard de contraintes qui sont notamment de ne pas enregistrer des sons ou de ne pas procéder à de la reconnaissance faciale. Tous les commerciaux qui vous disent qu'on peut faire de la reconnaissance faciale, c'est faux. Voilà, c'est interdit en Europe. Donc, un éditeur de logiciel qui vous dirait on peut faire ça, eh bien non, on ne peut pas le faire. Voilà. On va essayer aussi, on doit démontrer, on n'essaye même pas, on doit vraiment démontrer la mise en place de mesures de sécurité technique, organisationnelle et opérationnelle pour alors, la collecte, évidemment, pour éviter qu'il y ait une altération du flux, altération de la vidéo, qu'on ne puisse pas intercepter le flux, la vidéo, pour ne pas la modifier ou bien avoir accès, et ce serait quand même un vrai problème qu'on puisse avoir accès à des images au moment où elles sont enregistrées, puisque vous avez accès, on le disait en introduction, à la vie privée des gens, puisqu'on sait par exemple qui est passé devant la mairie à telle heure ou qui est passé devant tel établissement à telle heure. Donc là, c'est quand même une information sur la vie privée de la personne, on sait où elle s'est baladée à quelle heure. Et donc, on doit être en capacité de démontrer qu'on a mis en place des mesures techniques. Souvent, ça, c'est évidemment l'équipementier qui vient, qui dit voilà, moi, ma caméra, elle est hyper sécurisée, mon logiciel derrière est hyper sécurisé. OK, alors il est sécurisé comment? Et donc, quelles sont les mesures que l'équipementier ou en tout cas, la société qui va réaliser l'installation a mis en œuvre? Et qu'est-ce que vous allez avoir comme surcouche? Exemple, votre dispositif de vidéo, il est accessible avec un PC. Votre PC, il n'est pas dans l'entrée, il n'est pas accessible dans un bureau, il y a du passage, par exemple. L'extraction ou la visualisation des images va être, par exemple, dans une pièce fermée, un bureau où il y a un nombre limité de personnes, et donc, du coup, ne peut entrer dans ce bureau que les personnes effectivement autorisées, soit avec un système de badge et d'habilitation. Ce sont vraiment des éléments hyper concrets, et c'est ça qu'on doit se poser comme question. Ces éléments-là, tout ce que je vous dis là, on va le retrouver dans l'analyse d'impact, qui permettra ensuite de justifier de la pertinence de mon dispositif et de l'équilibre entre les attentes de mon dispositif en termes de sécurité-sûreté, mais également l'équilibre vis-à-vis de la protection de la vie privée des personnes que l'on a filmées. Ensuite, sur les mesures organisationnelles, là, on va avoir tout ce qui va être lié notamment aux habilitations. On va avoir documenté, au-delà du point de vue technique, on a notre badge et on passe, donc ça c'est infrastructure technique. On va être sur les habilitations qui sont documentées, on va tracer, on a un document qui nous dit telle personne est habilitée, pourquoi? Parce qu'elle est habilitée à voir les vidéos, parce qu'elle a été formée, etc. Et donc là, on va tracer ça, et ça, ce sont des mesures organisationnelles. Et ensuite, on aura les mesures opérationnelles que vous connaissez et qui permettent de vérifier que dans des conditions réelles, ce que j'ai mis sur le papier a une réalité, vraiment, qu'on vient confronter le reste, notre dispositif. Ensuite, toujours dans le cadre d'un projet de vidéoprotection, et on aura la même chose en vidéosurveillance, ne vous méprenez pas, sauf sur la partie demande administrative, puisque le CSI ne s'applique pas, on devrait former, sensibiliser et informer les personnes. Vous ne pouvez pas avoir un dispositif ni de vidéo, que ce soit vidéosurveillance ou vidéoprotection, qui n'informe pas les personnes visées.
Alors j'imagine, peut-être que je vais digresser, que vous avez vu une décision de la Cour de cassation qui dit qu'on peut collecter de manière déloyale une preuve et la mettre à l'encontre d'un salarié parce que c'était la seule manière qu'on avait de prouver qui commettait un acte répréhensible. En revanche, il faut prendre ça avec des hyper pincettes et considérer que c'est une exception vraiment très exceptionnelle. Je veux vraiment insister sur l'exception parce que ça doit démontrer qu'on n'avait pas le choix que de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun autre moyen de. Mais dans un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance, vous ne pouvez pas dire « je ne mets rien, comme ça me permet de surveiller ». On ne peut pas faire ça. On doit informer les gens, ils doivent avoir une capacité de savoir qui a mis en œuvre le dispositif, comment en tout cas, combien de temps les images sont conservées, qui est le responsable de traitement, s'il y a un sous-traitant et comment ils peuvent faire valoir leurs droits. Ce sont des informations qui doivent impérativement être mises à disposition de la personne qui se balade. Donc il ne faut pas que ce soit compliqué à aller chercher. Donc on a des solutions opérationnelles très simples pour faire ça. On met des panneaux. Donc là, ce n'est pas la peine de payer qui que ce soit pour savoir comment on rédige un panneau, puisque la CNIL donne des modèles. Donc vraiment, allez juste regarder sur le site de la CNIL, c'est très bien fait. On peut avoir une zone dédiée sur un site internet en disant voilà, la ville vous protège, l'établissement vous protège. Et donc on a mis ça en place et décrire le dispositif avec des liens directs vers l'exercice des droits, vos procédures d'exercice des droits. Ça peut être vraiment très basique. Mais il faut donner cette information. Et il ne faut pas que j'appelle un standard pour aller avoir la personne qui va me donner accès à une feuille volante uniquement sur rendez-vous de 9h à 10h le lundi matin. On ne peut pas faire ça non plus. En fait, on ne doit pas rendre compliqué l'accès à l'information. Donc, on doit former et informer les personnes. En tout cas, on doit former, je reprends, on doit informer les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'être sur les images. Et on doit former les personnes qui ont accès aux données ou bien qui sont le personnel de l'autorité en question, de l'établissement, pour expliquer le dispositif. Et ça fait partie aussi d'une manière d'acculturation autour de la protection des données et d'acculturation autour d'un dispositif de vidéoprotection, de vidéosurveillance. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je me sens vraiment tout seul à parler. Personne n'a de questions? Ok. Vous avez une question? Non. J'ai essayé. Ok. Donc, pas de questions. Donc, former et sensibiliser son personnel, évidemment. Ensuite, donc, je n'ai pas le droit. Donc, pour revenir sur ce que je n'ai pas le droit, je vous le disais en introduction, on n'a pas le droit de faire de reconnaissance faciale. Donc, tous les logiciels qui vous disent c'est super, on a une licence qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Bah, si vous lisez les petites lignes, ils vous diront on peut le faire, c'est-à-dire on a la capacité technique de le faire. Cependant, dans les éléments contractuels et informations éditeurs, vous verrez qu'ils se dédouanent de toute responsabilité sur l'exploitation du logiciel. Donc, c'est comme si je vous vends une arme et que je vous dis « tu es personne ». Oui, merci. Mais en l'occurrence là, c'est un truc qu'ils n'ont pas le droit, c'est quelque chose qu'ils n'auraient en théorie pas le droit de vendre. Et donc, si c'est valorisé dans votre licence, on pourrait peut-être leur demander une petite réduction. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le mettre en œuvre. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire de reconnaissance faciale. On n'a pas le droit non plus d'enregistrer des sons. Parce que vous vous rendez compte que là, si on commence à enregistrer l'image, la voix, et donc le contenu d'une conversation, là, en termes d'équilibre, protection versus protection de la vie privée, enfin, protection d'un établissement, vidéoprotection et la protection de l'individu qui s'exprime et donc de sa vie privée, on a vraiment un déséquilibre extrêmement élevé. Donc on ne fait pas ça non plus. Si vous voulez faire ça, il y a vraiment une analyse très fine qu'il faudrait mettre en œuvre pour voir dans quel cas exactement vous êtes en capacité de, par exemple, si vous mettez en œuvre un système d'alerte, est-ce que du coup ça se déclenche, mais du coup c'est un humain qui va déclencher potentiellement, mais ça, vraiment ce sont des projets très spécifiques, on ne peut pas mettre en place par principe ce type de dispositif. Donc ensuite, établir des procédures. Je sais bien que ça c'est l'enfer et que c'est désagréable et qu'on a
l'impression qu'on a établi des procédures pour juste avoir un papier. Donc, moi, je vous propose de faire l'inverse. Comme on a l'obligation d'avoir une procédure d'un point de vue juridique, eh bien, faisons la procédure pour améliorer la connaissance de l'organisation sur ce sujet-là. Et donc, utilisons la procédure comme un vecteur de sensibilisation et un motif de parler de ce sujet, et donc de continuer à sensibiliser, de travailler de concert, de faire un peu d'abattre les silos entre les services, et on utilise plutôt la procédure pour faire de l'échange entre services. Mais la procédure, on n'a pas le choix, il en faut une. Donc après, c'est ma proposition, c'est juste pour essayer d'adoucir le fait de devoir faire un document qui, a priori, ne fait rêver personne. En revanche, si vous avez l'expérience d'une cyberattaque ou l'expérience d'un incident, de quelque nature que ce soit, qu'il soit informatique ou pas, vous vous rendez compte qu'une procédure, quand on en a déjà entendu parler, qu'on a peut-être aidé à l'élaborer, qu'on a fait quelques comités autour de ce sujet, que quelqu'un est venu la présenter, et ben, au moment où ça arrive, il y a un petit truc qui fait « on avait un truc », et du coup, ça permet juste de prendre un tout petit peu de pas de côté, un tout petit peu de hauteur sur la situation. Et donc, souvent dans les procédures, il n'y a pas tout, et c'est pour ça qu'on fait des retours d'expérience, mais il y aura un certain nombre de choses qui permettent de redescendre un peu la pression, parce que souvent, quand on a des cyberattaques, on monte très fort en pression parce que c'est très angoissant pour toute la chaîne de valeur et pour toutes les parties prenantes. Mais au moins, une petite procédure, si vous avez déjà aidé à l'élaborer, ça permettra d'avoir les numéros utiles, les bonnes personnes à contacter, les premières étapes pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, ça permet de se raccrocher à quelque chose. Donc, ce n'est pas perdu de la faire et c'est clairement un document obligatoire. Donc, je vous invite à travailler sur ces aspects. On va retrouver dans une procédure. Est-ce que quelqu'un a déjà rédigé ça? Jamais. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Alors, c'est sûr que vous avez des procédures, parce que, par exemple, en continuité de service, si demain, il y a, je vais dire, une catastrophe, une eau polluée, bah, il y a quand même, on sait qui appeler, on sait vers qui se mobiliser. S'il y a un accident majeur dans un établissement, on va avoir des réflexes en réalité. Donc, vous n'avez pas le document, mais vous avez les réflexes. Par exemple. Des procédures en fonction. Exactement. Donc en fait, exactement. Donc en fonction de la typologie, vous allez avoir une réaction. Et donc vous l'avez peut-être pas élaborée, elle est peut-être pas documentée, mais finalement elle est dans un coin de votre tête parce qu'à force de faire les mêmes choses ou de réexpliquer que c'est comme ça qu'on doit se comporter, bah, la procédure elle est là, mais elle n'a pas, en langage juridique, elle n'a pas d'instrumentum, elle n'a pas de document. Donc, il faut passer l'étape d'après et documenter. Et une procédure, ça peut être un Word, 3 mots, enfin, pas 3 mots, mais en tout cas, ça peut être assez bref, en fait. Il n'y a pas besoin de faire 12 pages. Et le seul fait d'avoir documenté, de l'avoir isolé, d'avoir écrit procédure, ça sera déjà une étape. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je n'ai pas mis là, mais qui est quand même hyper important. Donc, je vous ai rappelé la déclaration, l'engagement de conformité auprès de la CNIL pour les autorités publiques. Ce qui est aussi important, je l'ai évoqué mais on ne l'a pas écrit, c'est l'échange, l'analyse et un peu la torture de votre sous-traitant, qui est la société qui va exploiter si vous avez mis à disposition le dispositif et que vous le sous-traitez à un tiers. Parce que vous n'avez pas une personne dédiée à l'analyse des images en continu, au fait de faire les relevés. Voilà. Si vous sous-traitez ça, si vous avez un logiciel qui fait cette analyse, si vous avez une personne qui est d'une société tierce qui vient pour travailler sur votre dispositif, et du coup, si vous avez sous-traité, je vous invite à aller analyser les contrats, regarder ce sur quoi ils se sont engagés. Ce que vous ne trouvez pas, demandez des comptes. Et si on reste sur la pure partie de documentation, ils doivent vous fournir, je pars du principe que vous avez tous un registre de traitement,
Non? Oui, peut-être? Allez, on va partir du principe que vous avez tous un registre de traitement, c'est-à-dire le document qui fait la liste de l'ensemble des traitements de données à caractère personnel que vous réalisez dans votre organisation à grosse maille. Donc, ce n'est pas une fiche, un fichier. C'est vraiment, j'ai un traitement RH, j'ai un traitement communication, voilà, c'est vraiment un fichier Excel. Pareil, c'est pareil. Pas à peine de payer quelqu'un pour vous donner un modèle. La CNIL en a. Payer quelqu'un pour le remplir, mais en tout cas, pas payer quelqu'un pour faire un modèle. La CNIL les met à disposition avec des modèles simplifiés, mais le sous-traitant, donc la société à qui vous allez confier l'exploitation de votre dispositif, lui doit vous donner son registre sur l'outil qu'il vous met à disposition ou qu'il exploite pour vous. Et le comment il va l'exploiter. Pourquoi c'est important? Parce que dedans, vous allez retrouver vos mesures techniques et organisationnelles que vous allez mentionner dans votre demande d'autorisation préfectorale. Donc en fait, si lui l'a fait, bah, vous ne le faites pas, vous gagnez du temps, vous allez documenter puisque vous allez pouvoir produire les documents que lui vous aura donnés. Et dans votre autorisation préfectorale, vous allez donc pouvoir avoir l'intégralité des éléments demandés sans pour autant vous faire tout le boulot. Donc c'est important. Et aussi parce que quand vous sous-traitez l'exploitation d'un dispositif de vidéoprotection, il est probable que vous sous-traitiez le stockage de l'image à ce tiers. Et donc, comment ces images sont sécurisées d'un point de vue technique, organisationnel? C'est où, c'est comment, si j'ai besoin, et si vous avez une faille, et comment c'est sauvegardé, et moi si j'ai besoin de le restaurer, et si on se fâche et qu'on arrête, ou qu'on ne se fâche pas mais que le contrat arrive à la fin, comment tu me les restitues, sous quel format, toutes ces questions-là, ça doit être mis dans le contrat. Et c'est quand même important, puisque même si en système de vidéo, vous avez une conservation de 30 jours, bah, s'il y a eu des incidents, ça a été extrait, comment ça a été extrait, par qui y a accès, ce sont des questions qui sont vraiment des questions hyper opérationnelles et qui permettent de soulever un peu des loups potentiellement dans les contrats, parce que si on dit bah non mais moi là je suis pas responsable de ça, moi j'assure la bande passante mais la sauvegarde je la fais pas. Ah bon? Mais du coup qui l'a fait? Oui, bah, c'est une ligne supplémentaire dans le devis. Ah bah c'est bien de le savoir avant de signer le bon de commande. Voilà, c'est une question un peu voilà, très opérationnelle. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Vous pouvez conserver par combien de temps les images? 30 jours. Pas plus? Non. Sauf s'il y a un incident. Mettons que vous travaillez où? Vous travaillez plus. Oh la chance. Mettons que, je vous donne un exemple, par exemple, mettons que je travaille dans une organisation quelconque, et puis il y a une infraction qui est commise. J'arrive à déterminer que l'infraction a été réalisée tel jour à telle heure. Je vais exploiter, je vais chercher à identifier le flux vidéo qui va être sur la zone. Je vais dire, voilà, c'est la caméra 22, ok, tel jour, telle heure. Viens me chercher les images de la caméra 22. Là, je vais les extraire. Donc, je ne suis plus dans le délai de 30 jours de la sauvegarde, puisque le fondement juridique, la raison même de cette extraction, c'est la défense de mes intérêts ou la communication à des forces de l'ordre. Donc là, on ne peut plus me dire, ah bah, tu dois les garder que 30 jours. Évidemment non, puisque vous en perdez même le contrôle à partir du moment où vous les donnez aux forces de l'ordre. D'où la directive police-justice. Et donc, du coup, là, le délai des 30 jours, il est uniquement s'il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, vous écrasez vos fichiers vidéo au fur et à mesure qu'ils sont produits. Vous n'en avez pas besoin. C'est des classiques, quoi. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que si un incident se passe, il faut bien avoir en tête qu'on n'a que 30 jours. Donc, je ne peux pas attendre non plus que mon prestataire, il mette à dispo quelqu'un pour aller regarder, m'envoyer quelqu'un dans l'organisation, se connecter au PC sur lequel le logiciel de visualisation est installé, etc. En fait, j'ai que 30 jours. Donc ça, c'est pareil, ce sont des délais, les délais d'intervention, soit de remise en route d'un dispositif, donc maintenance, soit des délais pour venir mettre un piou-piou à dispo pour faire l'extraction. Il faut qu'on le sache opérationnellement, comment vous voulez le mettre en œuvre et comment eux s'engagent à le mettre en œuvre. Parce que je viens à bref délai. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, bref délai.
Et à bref délai, si vous avez été cambriolé en pleine nuit ou que vous avez, je ne sais pas, un événement qui se passe et vous avez besoin d'avoir l'info dans l'heure, à bref délai, ça peut être demain matin ou dans les 8 heures. Bah ouais, mais moi j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une procédure qui me permet d'avoir quelqu'un dans les 2 heures, même si c'est la nuit, et ça s'appelle une astreinte? Et comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est facturé? Oui, non. Du coup, là aussi, votre organisation va dire, bon, on va pas payer ça. C'est pas grave. 8 heures, nous, ça nous va. Voilà. Parce qu'on va considérer que par rapport au dispositif, par rapport à l'objectif du dispositif, 8 heures, une intervention sous 8 heures jour ouvré, ça nous suffit. C'est OK. Mais vous voyez, c'est bien la question de définir les objectifs du dispositif par rapport, et donc de toujours analyser l'environnement contractuel, etc., opérationnel, au regard de l'objectif. Vous avez des systèmes, par exemple, de vidéoprotection où vous devez avoir une intervention rapide. Mettons que vous avez une intrusion dans un établissement. Bon, là, vous ne pouvez pas dire non, je vais attendre pour me connecter. En fait, c'est une information. Si vous savez en temps réel où est la personne ou bien que vous voyez l'intrusion en temps quasi réel, là, c'est bien pour les forces de l'ordre. En fait, tous ces éléments-là, ils dépendent vraiment de votre objectif ou de vos objectifs. Et vous dites qu'on n'a pas le droit de filmer ou quoi que ce soit avec les sons. Dans les médias qui diffusent peut-être tas de trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Oui, mais ils ne bénéficient pas d'une autorisation préfectorale pour le faire. Ils ne sont pas représentants non plus d'une autorité publique. Donc, c'est comme la reconnaissance faciale. Si vous me dites, dans mon téléphone, il y a de la reconnaissance faciale. Oui, mais c'est une reconnaissance faciale en local, qui est mise en œuvre par le matériel que vous possédez. Vous avez accepté la mise en œuvre de ce truc en disant « d'accord », et en montrant votre tête comme ça, pour qu'il vous reconnaisse. Et lui, il est détenteur d'aucune autorité. La difficulté et le point vraiment de tension, c'est de se dire que derrière un dispositif de vidéoprotection, donc du public, il y a des gens qui circulent toute la journée. Il y a une autorité publique qui n'a nécessairement pas la même puissance, ni d'un point de vue financier, ni de n'importe quel point de vue, vis-à-vis d'un particulier. Donc c'est pour ça que les règles sont beaucoup plus strictes pour les autorités publiques, qu'on doit faire une déclaration de conformité préalablement à la mise en œuvre du dispositif. J'y tiens, c'est préalable. Donc vous faites votre autorisation, on vous dit d'accord, et là vous mettez en œuvre votre dispositif après avoir fait votre déclaration auprès de la CNIL. Si vous le faites après, c'est moins bien. Une immatriculation, c'est légal? Une immatriculation. Relever l'immatriculation avec une caméra. Oui, vous pouvez avoir de la lecture de plaques dans certaines finalités et certains objectifs. Vous pouvez avoir des systèmes de lecture de plaques. Par exemple, vous avez un établissement, je vais dire n'importe quoi, un hôpital. Vous décidez de rentrer dans un hôpital. Franchement, les médecins, toute la journée, ils rentrent, ils sortent. Ou bien un système qui ouvre les urgences, une barrière urgence aux pompiers. Les plaques des pompiers, c'est quand même super cool de se dire que, en fait, quand le pompier arrive, une lecture ça ouvre. C'est super bien. Bon, là, j'ai pas fait de traitement. Alors, si c'est un véhicule particulier, c'est un traitement de données à caractère personnel, mais c'est quand même opérationnellement, c'est super bien de faire ça. Mais techniquement, j'ai pas mis la base de données de mes plaques, de mes médecins et des pompiers, etc., au milieu d'autres données. C'est un fichier dédié. Et donc, l'outil, techniquement, il fait juste une analyse. En fait, il dit, est-ce que je laisse celle-là? Oui. Est-ce que je laisse celle-là? Oui. C'est tout. C'est une whitelist, c'est une liste d'autorisation. Mais donc, oui, vous pouvez le faire. Mais c'est pas, c'est pas mélangé avec d'autres données pour éviter de les croiser. Typiquement, vous ne pouvez pas me dire, alors les médecins, donc moi j'ai la lecture de la plaque, donc je sais qui rentre, qui sort. En même temps, j'ai de la vidéo sur le portail avec une analyse faciale de qui rentre, qui sort. Et du coup, je sais que tel médecin est parti avec tel employé.
Non, on ne fait pas ça. Voilà. Parce que vous voyez tout de suite qu'il y a un petit problème avec la vie privée. En fait, on veut juste ouvrir une barrière, nous. Voilà. On veut juste savoir qui est dans l'établissement pour des raisons de sécurité, par exemple. Voilà, c'est tout. Ou bien, et je ne peux pas non plus dire, je vais regarder ces plaques et je vais regarder les gens qui ont badgé ou je vais regarder les heures de travail. Non, parce que la finalité du dispositif qui est ouvrir la barrière, ce n'est pas le contrôle des durées de travail. Voilà. Je ne peux pas mélanger les genres sur la finalité, sur l'objectif du dispositif. Voilà. Ça évite le croisement de données, ça non plus, on ne fait pas. Et là, vous dites, bon, d'accord. Alors, du coup, j'ai obtenu mon autorisation préalable, j'ai tout fait bien. J'ai fait mes déclarations CNIL, je mets en œuvre mon dispositif. Bon, une fois que le dispositif il est en œuvre, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais des contrôles et des audits réguliers. Je vérifie que ce que j'ai mis en œuvre a toujours une réalité. En gros, si je schématise par rapport à chez nous, quotidien, est-ce que le matériel que j'ai fonctionne encore? Voilà. Moi, je prends des exemples hyper basiques, mais je garde au cas où du matériel électronique. Quand je veux m'en servir, en fait, il est KO parce que je l'avais gardé dans ma cave. Bon, je le jette. Ok, un dispositif de vidéoprotection, c'est la même chose. Est-ce que ça a toujours un sens? Ah non, en fait, ce bâtiment, il est fermé. Comment ça, il est fermé? En fait, on ne peut plus rentrer. Ok, pourquoi on a encore des caméras qui tournent dessus? Je sais pas. Ah d'accord. Parce que ces caméras, on les a payées, on peut peut-être les réallouer à quelqu'un d'autre, à un autre établissement, un autre bâtiment. En fait, pareil, mes caméras, elles sont peut-être obsolètes. Je dois mettre à jour des logiciels. S'il y a des failles de sécurité et qu'il y a des failles qui ne peuvent pas être corrigées par l'éditeur, parce que c'est la technique, ça évolue, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on fait des audits et quand on fait des contrôles, ce sont des points qui sont relevés. Donc, peut-être on considère que c'est mineur, peut-être qu'on considère que ce n'est pas grave. Peut-être que même cette faille n'a pas de conséquences. Peut-être que ça peut être simplement un pixel sur la caméra qui a claqué. Enfin, vraiment des trucs basiques. Hein. Et du coup, ça nous donne juste une information de ça. On prend une décision. On garde ou on relance, on va la changer. Donc, on fait des audits réguliers. Sur la documentation, c'est la même chose. Évidemment, quand vous rédigez une procédure, si votre organigramme il est complètement refondu, donc évidemment, dans les procédures, petit conseil, ne mettez pas des noms de gens. Parce que sinon, quand on les met à jour, on doit les mettre à jour tout le temps. Parce que les gens, ils font de la mobilité interne, parce qu'ils changent de job, parce qu'ils changent d'organisation. Donc, on ne met pas des noms, on met des fonctions. Voilà. S'il vous plaît. Donc, et ça, pareil, on vient vérifier que cette procédure, c'est toujours ça, oui, ah non, en fait, on a changé, etc. Donc, ça, on vérifie. Une périodicité, ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas tous les trimestres non plus. C'est une périodicité qui a du sens par rapport à votre organisation. Ça peut être tous les ans. Ça peut être tous les 18 mois si ça n'a pas de sens de le faire avant. C'est vraiment, ça doit coller à votre orga. Je ne peux pas dire mieux. Il n'y a pas d'obligation dans la loi. La loi dit juste une périodicité. En fait, on doit faire des contrôles réguliers. Mais régulier, c'est moi qui dis quand. Enfin, c'est vous qui déterminez en tout cas le quand vous considérez que c'est nécessaire. Ensuite, évidemment, je vous disais les mentions d'informations sur les panneaux. Pareil, on vérifie que ces données elles sont toujours à jour. Typiquement, j'ai modifié l'adresse pour l'exercice des droits des personnes, donc les personnes qui vont demander à avoir accès à la donnée, aux images qui les concernent. Il faut que ce truc soit à jour. Donc, si votre délégué à la protection des données, il a décidé ou il a fait évoluer ça, il faut bien veiller à ce que les éléments qui sont en lien avec le dispositif soient conformes à la nouvelle organisation. Donc, permettre aux personnes filmées d'exercer leur droit d'accès, rectification, suppression. Alors là, on est plus large, mais sur la vidéo, on va avoir juste une extraction. Après, ils pourront vous demander de le supprimer. Modifier, ça va être compliqué, mais en tout cas, supprimer, c'est sûr. Et puis, on va avoir, donc là, on retrouve les 30 jours de
de la conservation. Alors, conservation des images. En revanche, vous pouvez avoir la journalisation, vous pouvez garder les logs, et c'est même largement conseillé, pour savoir qui s'est connecté au PC qui héberge le logiciel. Et ça, on disait tout à l'heure qu'on avait des procédures d'habilitation et des procédures opérationnelles. C'est un login, un mot de passe par personne. Ce n'est pas un service qui a un login mot de passe. Parce que si j'ai un service qui a un login mot de passe, je n'ai pas du tout de journalisation. Je ne sais pas qui c'est. Donc si j'ai un acte malveillant, eh ben, je ne peux pas savoir. Et si c'est un acte qui n'est pas malveillant, mais qui est simplement on a extrait tel jour, donc je suis sûre, etc., et que j'essaye de réutiliser les éléments de journalisation en tant que preuve, il faut que je sois en capacité de tracer de manière objective qui s'est connecté. Donc plus largement, que ce soit pour un PC sur la vidéoprotection ou en général, on a un login, un mot de passe par personne. Et on ne se le prête pas, s'il vous plaît. Surveillance éthique, donc là c'est notamment, donc là vous avez toutes les évolutions aujourd'hui avec le règlement IA, etc., qui impose la mise en œuvre d'une vigilance éthique sur les dispositifs qui sont utilisés. Si vous utilisez de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'exploitation de vos images, par exemple, vous faites une exploitation de vos images sur tout un territoire, parce que là, vous avez besoin de savoir reconstituer une fuite, quelqu'un qui est parti avec un véhicule, etc. Évidemment, une personne humaine va mettre beaucoup plus de temps à chercher une voiture verte que... Je donne un exemple de voiture verte, évidemment, ce serait super si c'était une voiture verte, elle sera forcément noire et on aura très peu de détails, mais en gros, l'outil va aller beaucoup plus vite dans cette recherche et extraire des éléments, et après l'humain va dire ça c'est où, c'est celle-là la voiture que je cherche, ah non c'est pas celle-là, on s'en fout. C'est l'humain, en fait l'outil est vraiment là pour l'aide à la décision. Mais nécessairement, si vous faites ça, vous devez veiller à ce que la mise en œuvre de votre dispositif qui embarque de l'intelligence artificielle soit éthique. Donc là, on reprend sur ce que je disais tout à l'heure. Quand les sociétés vous disent on est en capacité de faire la rocofaciale, bah non. Et donc, on va dire, par exemple, dans un comité éthique de l'organisation, bah, que ça, on ne le fait pas, on l'a bien vu, mais c'est non. On a rappelé que les valeurs sur lesquelles on voulait, avec lesquelles on voulait exploiter ce dispositif, ce genre de choses. Alors, notre culture a un peu du mal avec ces concepts qui viennent plutôt... qui sont plutôt des concepts anglo-saxons, mais c'est quand même nécessairement utile de se poser ce type de questions dans le cadre d'un SEM de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Et ensuite, le visionnage, eh bien, c'est pas pour savoir si Martin il est sorti à 17h hier soir, c'est uniquement sur réquisition, notamment des forces de l'ordre, donc réquisition magistrat, forces de l'ordre, pour faire l'extraction, puisque on revient aux finalités de votre dispositif, il ne peut pas être mis en œuvre pour des motifs qui seraient en dehors du cadre légal, notamment celui de la sécurité d'un établissement, d'un bâtiment ou des personnes qui y travaillent. On vous a fait un petit récapitulatif. Donc, on vous a fait un petit récapitulatif de 10 actions quand vous envisagez de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection. Le premier, c'est de contacter votre délégué à la protection des données préférées si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est de demander de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît quand même, parce qu'il va y avoir beaucoup de documents à produire. Ensuite, donc on vous a mis, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, parce que ça va dépendre de votre niveau de maturité, donc voilà. Mais il faut quand même pas oublier d'informer le CSE et les personnes qui sont dans le bâtiment. Informer les personnes, on en parlait tout à l'heure aussi. Réaliser la déclaration de conformité dès que vous avez votre autorisation préfectorale. Vous allez évidemment choisir des zones à filmer qui respectent la vie privée, mais si vous n'avez pas alors, par exemple, vous n'avez pas le droit de filmer les salles de pause. On ne peut pas filmer l'entrée des toilettes non plus, ni à l'intérieur des toilettes. Ça paraît hyper évident,
mais c'est bien ça, la vie privée. C'est du coup, est-ce que vraiment ce que je filme est en lien avec ma finalité, mon objectif? Je choisis un prestataire, ou bien quand je fais mon appel d'offres pour le choix du prestataire, c'est encore mieux, je mets les critères de sécurité que je veux voir dans la réponse à appel d'offres, comme ça il a fait le boulot, et quand vous arrivez, vous récupérez la réponse à appel d'offres, ben vous allez juste à vérifier que la réponse qu'il vous donne, elle est satisfaisante. Donc, par exemple, vous leur faites signer un plan d'assurance sécurité, vous leur demandez d'un petit Excel de répondre à ces questions, voilà, dans le cadre de l'appel d'offres, par exemple. Évidemment, c'est mieux si on peut transmettre au DPO avant signature la documentation, notamment sur le registre de traitement et puis les mesures qui sont proposées par le sous-traitant, enfin, par votre prestataire. Et si votre système il est déjà en place, mais vous changez simplement d'intervenant, c'est pas perdu, on fait la même chose, on transmet le document pour revue. Le délégué à la protection des données, il ne va pas regarder tout le document, il va regarder la partie sur le traitement des données à caractère personnel, donc les images, et la sécurité associée. Protéger des équipements, donc physiquement et informatiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on cloisonne, on ne mélange pas les bases de données des images avec d'autres données de l'organisation, et physiquement, parce que mon PC, il n'est pas à l'accueil, ce n'est pas aussi le PC de Pierre qui est à l'accueil et qui accueille le public et en même temps peut se loguer et voir les images en continu sur ton PC. Parce que ça n'aurait pas, ce serait déjà un traitement en soi et ça n'aurait aucun intérêt. Puisque normalement, un système de vidéoprotection, c'est là pour traiter de l'alerte. Sensibiliser le personnel, évidemment, et informer les personnes. Comme vous êtes sur un système de vidéoprotection, donc en matière de sûreté au sens large, c'est bien de faire un petit rappel sur la cybersécurité. Donc, quand vous sensibilisez vos collaborateurs, appliquer les demandes les procédures pour les demandes de droit et l'extraction des images, ce qui nécessite de l'avoir testé. On appelle qui? Moi, je suis rentrée au bureau, cas pratique. Je demande à qui pour avoir accès à mes images. Attends, je ne sais pas. Voilà, ça, ce n'est pas une réponse qu'on peut vous faire. Enfin, on peut vous la faire, mais du coup, parce qu'on vous a fait la réponse de « je ne sais pas », il faut qu'on trouve la réponse et il faut qu'on la documente. Il faut qu'on la mette quelque part. Ensuite, une fois que j'ai extrait les données, si je vais jusqu'au bout, les ai extraits, mais du coup, vous la donnez comment à la personne qui les a demandés? Sur quel support? Via quoi? Le support, il doit être évidemment sécurisé, parce que si vous lui envoyez ça dans un lien non chiffré sur Internet, en mode mise à disposition ici, c'est un problème. Donc là, on va aussi sécuriser l'extraction, mais on va aussi sécuriser la transmission de la donnée. Et puis ensuite, on vérifie régulièrement. Donc ça, c'était la question des audits réguliers de votre dispositif et de sa pertinence par rapport à votre objectif. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai fini. Et ça fait 30 minutes, donc un peu plus. Et... Pas de questions? La suivante, si la reconnaissance faciale est interdite, les algorithmes qui détectent des comportements autorisés, l'agitation, ça dépend ça va dépendre sur quel fondement. Par exemple, sur la loi JO, c'était visé juridiquement d'être en capacité d'analyser les mouvements de foule, etc. Si vous lisez le rapport, c'est pas nécessairement concluant. Le résultat qu'ils ont eu ne semble pas vraiment hyper concluant. Mais comment? J'ai pas. Oui, la loi a été. Non, mais ça reste un cas d'usage où il y avait de l'analyse de comportement de foule, par exemple. Et effectivement, la loi est terminée puisque le Conseil d'État a dit que. Enfin, le Conseil. Comment? Ils ont mis un terme. Ouais. Ils ont mis un terme parce qu'il n'y avait plus de raison, puisque c'était une expérimentation qui était vraiment en lien avec les JO et que, comme les JO c'est fini, le fondement, la raison d'être de la loi. Aujourd'hui, sur du direct, on a un backup sur la statistique. On se soit direct. Mais ce qui est déjà important. De ouais. L'occupation.
Mais ce qui peuvent être déjà des informations importantes, parce que quand vous voyez, par exemple en comptage, que vous avez un chiffre qui s'envole, c'est une information quand même, en fait. Donc ça reste quand même une information qui est pas dénuée d'intérêt. C'est juste que ça va moins loin. Moi, j'avais une question sur le panneautage. Parce que déjà, est-ce qu'on peut s'approcher des panneaux si on a l'accès à l'information sur le site de la ville? Question. Vous affranchez les panneaux où ça? En vidéoprotection. Ah bah oui, il faut les mettre. Il faut mettre de l'information sur le site de la ville. Ah ouais. Parce que quand je rentre dans votre ville avec ma petite voiture, je vais pas sur votre site internet. Donc aux entrées de ville, ça suffit? Aux entrées de ville et là où il y a l'installation. Généralement de mettre aux entrées de ville parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être l'intention de faire que centre-ville à mettre des caméras. Demain, vous allez en remettre ailleurs. Donc, si vous faites que dans la zone, dans le périmètre, vous avez vos caméras et vous allez étendre pour rajouter des panneaux. Peut-être en entrée-ville, c'est ça. Après, vous déployez partout. C'est tu à vous occuper d'ajouter des panneaux. La seule préoccupation, c'est ça de mettre à jour les informations du panneau. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de remplacer le panneau. Il y a des stickers qu'on peut ajouter sur le panneau. Oui, à moindre coût, parce que si vous devez remplacer des panneaux, financièrement, faut être raisonnable, quoi. Donc aux entrées de ville, si je comprends. C'est ce qu'il y a de dangereux. Sur des totems d'entrée-ville avec des stickers, si cher il y a protection, il y a protection, ça suffit là. Il ne faudrait pas mettre les panneaux avec les panneaux d'entrée-ville. Non, sur les totems posts, c'est des totems d'entrée-ville, mais c'est pas sur le panneau d'agglomération. Hein. C'est un nom juste à part, c'est juste après. Ouais, si c'est après, c'est bon. Il faut que ça s'ouvre sur le panneau d'entrée-ville. Subtil, n'est-ce pas? Oui. Si on se met sur le panneau, c'est qu'il y a trop d'informations. Oui, je ne vois pas. En fait, vous mettre à chaque fois. L'idée, c'est se mettre à la place de l'individu. Est-ce que l'information qui est donnée est noyée dans une autre, ou est-ce qu'effectivement... Déjà, vu ce qu'il y a de demande comme information, la CNIL sur les panneaux, déjà, en voiture, on n'a pas le temps. Non, mais par exemple, vous pourriez aussi avoir un affichage en mairie, sur les panneaux d'affichage municipaux. Vous pourriez avoir une petite infographie qui rappelle, etc. Et en fait, tous ces éléments-là, les remettre sur le site internet, comme ça, si la personne a vu, elle est curieuse, elle va regarder sur le site et elle va avoir l'information de manière plus accessible en termes déjà visuellement, parce qu'elle sera plus c'est statique. Mais là, en fait, c'est vraiment, est-ce que je dois faire un effort très élevé pour avoir l'information, ou est-ce que finalement, 2 clics, on a trouvé, quoi. Moi, j'avais juste une impression aussi par rapport aux caméras nomades. Est-ce qu'il faut repartir sur le dispositif préalable de toutes les informations là, tiens, sont prêts comme bouge une caméra? Alors, pas dès que vous la bougez, parce que si vous faites votre autorisation préfectorale, je parle sous ton contrôle d'un point de vue technique là, mais si vous faites votre autorisation préfectorale, vous allez dire, moi je vais en mettre là. Mais peut-être que vous avez acheté 20 caméras et vous avez envisagé 30 points. Et en fait, vous allez les déplacer, vos caméras. Sur la partie justement des gens nomades, ce qui est recommandé dans la déclaration préfectorale, c'est de déclarer des zones. Ouais. Des périmètres de... Et après... vous allez d'installer les sites nomades. En fait, il y a juste si on veut faire les choses dans les règles, il y a juste à informer la préfecture disant que vous avez posé tel endroit avec une fiche là-dedans. Et dès que vous modifiez, c'est juste on va être pas mise. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire une mise à jour régulière et vérifier la cohérence du dispositif par rapport à ce que vous avez eu comme autorisation préfectorale, parce que on se rend bien, et c'est tout à fait logique, vous ne pouvez pas acquérir en termes de matériel et en termes d'infrastructure autant que de points que vous avez envie de couvrir. Il y a une forme de réalité aussi, il y a une réalité financière qui est là. Donc il faut quand même se laisser la possibilité, dans la rédaction de votre dossier, dans la préparation de la documentation, se laisser la possibilité de ces aménagements. Et puis, les caméras, elles sont là pour un certain temps quand même. Donc, même si après, vous refaites une mise à jour et que vous informez, vous aurez quand même, pendant X temps, conservé cette caméra à tel endroit. Donc, ce n'est pas non plus un travail... c'est pas un travail monumental, normalement, en tout cas, de le faire.
Autorisation préfectorale, ça sent. Tous les 5 ans, si on fait rien de toute manière, alors tout c'est Ah, si au moment Ouais. du 5 ans, ça Ouais. fait. C'est pas reconduit de manière automatique. C'est- Il n'y a pas une orientation et un métrage à respecter. Un quoi, pardon? Une orientation et un métrage à respecter. Alors là, ce sera plutôt sur la partie technique. il y a un minimum de taille sur les panneaux, alors j'ai plus les dimensions internes. Ah, sur la lisibilité ou sur la captation de l'image? Visibilité. Ah, Non, je vois la caméra, mais ouais, Alors, non. et au-delà de la caméra, parce que- Alors, une caméra, tu peux regarder avec une scène à 2 mètres comme elle peut regarder à 500 mètres. D'accord. Bah, ça dépendra de la caméra et du prix de la caméra. Non, mais dans le sens où du matériel, quoi. Et d'ailleurs, on définit, on va dire, une caméra à un endroit, c'est quel est le besoin. Et donc, en fait, on revient sur site, sur les objectifs du dispositif, c'est quel est le besoin. Et les gens, j'accompagne les différentes collectivités, différents clients sur les besoins. Je leur dis, la première chose, c'est les cartes. Vraiment, c'est La des, caméra, c'est un besoin. c'est des questions hyper pratico-pratiques. Enfin, c'est très plancher les vaches. Hein. Mais pourquoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut couvrir? Et de là, on adapte aussi parce que mal définir son besoin, c'est aussi avoir des propositions d'équipementiers dans tous les sens. Ça peut être hyper alléchant, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Parce qu'il y a des super gadgets, enfin, il y a des trucs... Vraiment. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est... Des fois, Oui. mes amis essayaient de me demander à mettre des caméras et je leur ai eu dans 6 mois, donc je mets des caméras. Des fois, ça va. Ouais. Mais là, il faut leur expliquer que les caméras, ça coûte. Et du coup, n'importe qui peut venir en mairie demander à voir les images, là c'est vraiment rien, quoi. Mais si là, ça me fait. Alors, Est-ce qu'on peut couper l'enregistrement vidéo afin qu'on puisse se répondre naturellement? n'importe qui peut demander. Mais oui, n'importe qui. Ça demande. Et une fois qu'elle fait Ça se motive. elle doit être. Elle est analysée d'accord. Puis après, si c'est valable, elle aboie, mais elle est accueillie normalement. Ça, c'est des procédures qui doivent être mises en place. En général, elle est accueillie dans une pièce, pas là où se trouve l'exploitation de la vidéo. Avec l'extrait, c'est qu'elle ou de la demande. Et à ce moment, on définit oui ou non si effectivement la personne soit sous-traitée. Mais après, n'importe qui peut demander sous réserve d'avoir un intérêt à le faire. Par exemple, moi, je ne peux pas demander si je ne suis pas venue, je ne peux pas demander. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut justifier. Il y a quand même... on a des droits, mais c'est pas... on n'a pas le droit d'en abuser non plus. Donc, vous auriez quelqu'un hyper procédurier dans votre commune qui, toutes les semaines, vient vous voir. Peut-être qu'on pourrait se poser la question de la pertinence. Enfin, c'est... Par exemple, il y a une manifestation, il y a des échauffourées, la personne elle est dessus, mais du coup, ça doit être extrait et communiqué. Je veux que ce soit supprimé, bah en fait non, je peux pas, parce que c'est une foule, parce que le dispositif, donc en réalité, je peux pas. Ça doit être donné aux forces de l'ordre tel quel. Je peux pas m'amuser à flouter Martin, Julie, machin. Enfin, c'est pas possible en fait. Surtout, c'est qu'on doit être demande à une personne qui fait la demande doit être toute seule sur la séquence vidéo. Bah oui, parce que sinon, en fait, ouais. Je peux être un image et l'autre. Bah, dans le droit à l'image, dans le droit de la protection des données, vous devez garantir la sécurité et la confidentialité à non-altération de la donnée. Du coup, si vous vous mettez à supprimer la donnée, alors qu'il y a d'autres personnes dessus, bah, on a altéré les données. Voilà. Pas trop de bâtonner sur les pieds avant de l'enlever. Là, que lui montrer. Oui. Et donc en fait, il y a une demande qu'il faut régler. Par contre, je demande d'avoir accès de tel endroit, parce qu'il y a des finances, pas sur la ligne, mais tel endroit, un business center en accès, donc je suis pour analyser les gens. Si la demande est justifiée, ils vont faire l'investigation sur les enregistrements. Suite à ça, et selon ce qu'il y aura, ils vont dire oui, effectivement,
moi j'apparais et je suis tout seul et dans ces cas-là, il y a pas de espace. Comme ça, ils m'en seront objecteurs, c'est pas connaissez les informations. Tes données déjà. Merci beaucoup. Génial. Avec plaisir. On reste.